Salut à tous et à toutes. Tiens, je vais me mettre en plein écran. J'espère que vous allez bien. C'est Martin, bien sûr. Martin de Street Press. Tiens, je vous mets carrément le truc dans la figure. On va changer. C'est pour ça que je vais mettre en premier. J'espère que ça va pour vous. Voilà, trop content de vous retrouver lundi 2 février. Cette première voilà, émission du mois de février. Dernière émission de ce cycle qu'on fait. On se retrouve pour une nouvelle formation, les formations de Street Press pour tous les citoyens. Voilà, ça me fait trop plaisir de vous retrouver et d'être avec vous encore aujourd'hui, de passer du temps. Vous avez vu, je change de décor. On est en direct de la rédac de Street Press. Derrière moi, il y a même les super t-shirts qu'on vous offre et qu'on vous fait des fois gagner ou des fois que vous achetez tout simplement. Il y a aussi plein de choses. Vous voyez là-haut aussi, le gagnant, la bataille culturelle. Voilà, hein, vous savez, ça se fait avec vous. C'est toujours cette idée là pour lequel on est. Moi, j'ai mis le t-shirt, j'ai même le truc derrière, comme ça vous voyez tout. Ouais, on a du style ou on l'a pas, hein, c'est important. Voilà, très content en tout cas de vous avoir. Je vous rappelle un peu l'idée de ces webinaires Street Press. Je vois que vous êtes déjà nombreuses et nombreux dans le chat. Ça part de cette carte interactive des municipales, tiens, que on avait créée notamment avec Alessio Motta. J'essaie de vous la trouver, mais alors je suis un peu à l'envers quand je mets en gros, c'est moi qui disparais, ce qui est un peu dommage. Vous avez quand même envie de me voir un moment. Tiens, on va faire moitié-moitié. Comme ça, ce sera top. Hop là, voilà. Et ben, je vais vous la mettre, cette carte des municipales. Tiens, j'ai oublié de la mettre. Hop, municipale, Street Press, c'est bien. À force de la mettre, elle sort directement dans mes affaires et dans toutes ces petites choses. Donc voilà, comme ça, vous voyez mieux, elle va se charger. Donc la carte des municipales de Street Press, elle est bien chargée. Alors, petite carte. Voilà, elle est là. On préparait bien sûr l'idée de cette carte, c'est tout simplement de vous proposer, de vous mettre tout ce qui est. Hop, je vais cacher aussi ce nom. Martin Street Press, il ne sert à rien. Vous savez que je m'appelle Martin, c'est tout. Voilà, de vous montrer dans votre ville quelle commune, voilà, selon votre commune, est-ce qu'elle a le plus ou moins de chances de basculer à l'extrême droite. Voilà, on a fait ça pour 500 communes en France avec le sociologue Alessio Motta. Et de cette idée-là, on s'est dit qu'on n'allait pas s'arrêter là. On est parti du coup sur des formations et c'est ces formations qu'on fait ensemble maintenant. C'est le 6e épisode déjà. Donc je fais un peu simple. Mais voilà, c'est des formations pour mieux comprendre l'extrême droite et mieux agir contre elle, mieux se mobiliser contre elle. C'est vraiment l'idée. Et je reviens d'ailleurs sur la dernière qu'on ait fait ensemble. Alors c'était du côté de la Gaieté Lyrique, une émission spéciale en direct et en public. Voilà, ça c'est la une de Street Press de la ressortir. Je crois que si je tape Gaieté Lyrique ton on va la retrouver rapidement. Hop là, elle est là. Comment agir sur des territoires dominés par l'extrême droite. C'était trop bien de faire ça avec vous. Erreur 404. Ah oui, ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé, bien sûr. Voilà, je vous la mets bien là. Elle est disponible sur notre chaîne. Agir sur les territoires tenus par le RN, c'est trop bien. Vous étiez plus de 600 personnes à suivre cette soirée, que ce soit en public. Vous étiez environ 150, 200 en public. C'était incroyable, des super questions. Et en streaming, du coup, 500, 400 personnes environ. Voilà, c'était un énorme merci vraiment pour cette énergie. C'était un moment incroyable. Moi, j'ai passé 2 heures hyper intenses. Je crois que vous aussi, vous avez appris plein de choses, vous avez débattu, vous avez même des fois mis un peu en difficulté celles et ceux qui est venu vous rencontrer. C'est bien, ça sert aussi à ça, à débattre. Voilà, je crois que notamment Marine Tondelier a eu pas mal de discussions là-dessus et c'est super sympa. L'épisode est donc disponible en replay, vous le voyez, sur la chaîne Street Press, hein, la chaîne. Alors c'est pas la chaîne principale de Street Press, c'est la chaîne YouTube Le Club Street Press. Vous vous abonnez, comme ça vous avez accès à tout l'ensemble des épisodes. Il y a pas mal d'épisodes déjà disponibles qui sont vraiment sympas. J'espère qu'ils vous plairont en tout cas. Pas mal de choses différentes. Et comme ça, vous pouvez continuer. Le but, c'est quand même de faire des épisodes qui sont aussi utilisables assez longtemps après. Donc c'est plutôt cool d'en profiter. Voilà. Vous savez, cette formation avec Marine Tondelier, vous voyez aussi là. Cette formation qu'on a fait, je la remets fait avec Raphaël Arnaud, député LFI du Vaucluse. Ça aussi, c'était un des 2 épisodes de ce cycle. Voilà, pour se poser des questions. Oui, oui, merci monsieur. Charmant. Donc voilà, il y a vraiment cette idée-là. Donc voilà, vous avez tout ça. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne du Club Street Press. Je vous ai même mis juste au-dessus, là, ici, vous avez voilà, là un joli petit QR code. Si vous le mettez, ça vous abonne à la chaîne du Club, ça vous met sur la chaîne et vous pouvez continuer. Donc ces épisodes sont disponibles, les formations sont bien lancées. Vous êtes nombreux et nombreux à suivre ça chaque semaine. On est environ au moins 500, 600 par épisode et vraiment, ça fait hyper plaisir de vous avoir et de vous continuer. On va essayer de continuer de plus en plus. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à faire tourner si ça vous semble utile. C'est vraiment ça aussi qui va permettre de continuer à faire vivre ça et à avoir ça le plus longtemps possible. Allez, avant d'accueillir mes invités, je fais un dernier petit point don, tout simplement. Hein. La campagne de don, elle s'est terminée le 21 janvier dernier. Mais
pour ça que Street Press n'a pas besoin de votre aide. Vous voyez, c'est juste au-dessus là de moi, en haut, sur le mur de notre rédaction. Gagner cette bataille culturelle, ça demande des moyens. Donc voilà, on a réussi à être 9265 donateurs et donatrices mensuels. Merci. Merci pour ça, c'est trop la classe. Puis ça nous permet de continuer ces formations toute l'année. Mais voilà, ça continue. On va pouvoir enquêter, réaliser des documentaires, former des journalistes, publier un livre aussi sur les groupuscules d'extrême droite qui arrive très bientôt et lancer une tournée d'événements partout en France. On va à Perpignan, on va aller à Lyon bientôt aussi pour un épisode de Nova, vous savez, la dernière, l'émission de Guillaume Meurice. Sera tout début mars. Donc, surveillez ça, il y aura Mathieu Mollard qui sera l'invité et on vous parlera bien sûr de tout le travail de Street Press. Vous rendez sur le site internet, vous voyez, c'est juste là, c'est plutôt sympa, c'est plutôt joli et ça marche très très bien. Voilà, hop là, voilà. Donc vous avez toutes les infos, on vous explique aussi pourquoi on a fait tout ça et c'est vraiment utile pour vous. J'espère, pour nous, c'est sûr, ça nous permet de continuer. Allez, j'ai fait un peu le tour de cette introduction. Je vais passer un peu au sujet du jour. Ce soir, j'avais envie, pour cette formation, ce cycle dédié à comment agir sur des territoires tenus par l'ED, j'avais envie de vous emmener de l'extrême droite, bien sûr. J'avais envie de vous revenir un peu sur le terrain. On a eu Raphaël Arnaud, on a eu Marine Tondelier avec des militantes et militantes de terrain, avec Joël Dumanjou aussi, qui est un des membres de Terre de Lutte. On va en parler aujourd'hui. Ils sont aussi avec nous ce soir, Terre de Lutte. Et j'avais envie de vous ramener à l'ADN, vous faire découvrir, vous transmettre des outils, des initiatives qui se font sur le terrain et peut-être vous dire hey, c'est cool ce qu'ils font chez eux, peut-être on peut le faire chez nous. Donc c'est vraiment l'idée. Ce soir, on prend la direction d'un département que vous n'êtes pas forcément très bien sur la carte, c'est pas toujours le cas. Moi, c'est parfois mon territoire qui est animé par des luttes écologistes, certaines les plus marquantes de ces dernières années, et marqué aussi récemment en 2023 par une manifestation le 25 mars 2023. Ce jour, les gendarmes présents ont blessé parfois gravement, surtout en enfreignant allègrement les règles du maintien de l'ordre. Plus de 200 participants. Vous l'avez sans doute deviné, ces manifestations, c'est Sainte-Soline. Ce combat, c'est les bassines, la lutte contre les bassines, non merci. Nous sommes dans les Deux-Sèvres, près de Niort, un département donc très riche d'histoire, mais aussi bien sûr un territoire qui est concerné par l'influence de l'extrême droite grandissante et notamment de la coordination rurale. Vous savez, ce syndicat proche de l'extrême droite qu'on a beaucoup vu avec leur bonnet jaune pendant les mobilisations d'agriculteurs et d'agricultrices dans le milieu agricole. Allez, je vais accueillir un peu nos invités. J'accueille mes invités, je vais les faire rentrer un peu dans notre discussion. Hop là, ils vont prendre un peu place. On va laisser un peu notre écran disparaître pour l'instant. Celui-là, je vais l'enlever. Ouais, je fais de la réal en direct, c'est incroyable. Donc, je commence par celle que vous voyez. Bonjour Chloé Gerbier, bonjour à toi. Comment ça va? Eh ben, ça va bien, merci de nous accueillir. Merci à toi d'être là, membre donc de ce collectif Terre de Lutte qui nous accompagne un peu dans ce cycle. C'était Joël la dernière fois qui était avec nous en direct dans le show amphi de la Gaieté Lyrique. Cette fois, c'est toi qui prends le temps. Tu fais partie des salariés, des membres fondateurs du collectif Terre de Lutte. On va un peu parler plus précisément du travail que tu mènes. Et on est aussi avec Paul. Salut Paul. Est-ce que tu nous entends? Salut. Ouais. Et vous m'entendez? Ouais, très très bien. Paul, donc membre, vous voyez le logo de l'action antifasciste des Deux-Sèvres, action antifasciste 79, c'est le numéro du département. Si jamais vous êtes nul à ce genre de jeu, vous aurez gagné un peu le jeu des 1000 €, comme ça, ce sera. Voilà, donc Paul, on verra pas ton visage aujourd'hui. On sera peut-être avec un de tes collègues aussi qui était peut-être là. Ouais, il y a un de mes collègues, mais il est toujours remisé dans la liste d'attente. Je sais pas, peut-être que tu l'acceptes comme tu viens de le faire pour nous. Là, je le vois pas. Je le vois pas dans la liste d'attente, mais si vous êtes l'un à côté de l'autre, ça marche aussi. Okay. Oui, bon, on fera ça, on se mettra ensemble du coup. Ouais. Alors, vous êtes au même endroit. En tout cas, voilà. Donc Paul et Antoine, qui sont membres de ça, vous verrez pas leur visage. On a choisi, ils nous ont demandé de préserver leur anonymat. Ils s'appellent pas non plus Paul et Antoine dans les vidéos. Ça, vous avez toutes les infos. On vous ment jamais. On va en parler. Pourquoi on a décidé de préserver leur anonymat. Vous verrez dans quelques minutes. Ça fait partie un peu du sujet de cette mobilisation concrète sur des territoires, notamment des territoires ruraux comme les Deux-Sèvres. Et on va en parler. Bien sûr aussi, on attend dans le chat. Il y a le chat qui est juste de mon côté. Vous l'avez sur le site quand vous regardez les formations de Street Press. Je dis bonjour à toutes celles et ceux qui sont là. Vous êtes déjà plus d'une quarantaine dans le chat, c'est cool. Salut à Grumisma, salut à Rosalie, salut à toutes celles et ceux. Je vois Idéfix, Chris23, j'adore ces noms, Gmol. Voilà. Vous êtes tout plein et tout plein. Et déjà pas mal de choses. On va commencer à discuter un peu avec vous, ça vous va? Vous êtes bien installés, vous êtes au calme, tranquillement?
Carrément. Parfait. Super, c'est un peu l'idée de C'est ça aussi, parfait. que ce soit une discussion. Chloé, peut-être je vais commencer avec toi cette discussion. On va un peu parler de la lutte en ruralité contre l'extrême droite, prendre le temps de le faire. Un des enjeux de ce stream ce soir, c'est la mobilisation des départements ruraux comme les Deux-Sèvres notamment. Et le but au départ du collectif Terre de lutte, c'est justement d'accompagner, de donner la force à des luttes locales. Peut-être on peut refaire un tout petit peu d'histoire. Comment c'est venu ce besoin de se lancer comme ça? Bah, c'était il y a maintenant 5 ans et c'était un peu au moment où il y avait des grandes marches climat, il y avait des grands plaidoyers, l'affaire du sexe, ce genre de choses et nous, on avait vraiment l'impression que, ce type de plaidoyer, à l'échelon national, auprès de l'assemblée, de grandes causes, ça marchait pas tellement, ça prenait pas tellement et on s'est vraiment dit que là où il y avait de l'importance, où il fallait continuer à se battre, c'était vraiment sur les territoires et auprès des luttes. C'est-à-dire, là où en fait, il y a des citoyens et des citoyennes qui à un moment se mobilisent contre un projet, que nous on qualifie d'imposé et polluant, à savoir, des extensions de routes, comme la 69, les méga-bassines comme dans les Deux-Sèvres, mais aussi, les extensions d'aéroports, les carrières, les mines, les data centers maintenant beaucoup, les centres commerciaux, les entrepôts Amazon et donc on s'est vraiment dit: «C'est à cet endroit-là qu'il se passe quelque chose, d'hyper intéressant, que les personnes en fait elles se mobilisent, dans quelque chose d'assez nouveau en fait» et quand on a lancé, Terre de lutte, on a fait une sorte d'étude pour aller voir qui étaient ces collectifs qui se mobilisent et ce qu'on a trouvé, c'est qu'ils étaient vraiment très différents, du mouvement climat qui lui est très lisse et à travers, ces collectifs-là, bah, il y avait tous les âges, tout le même type de personnes, milieux sociaux et cetera. En fait, c'est surtout, ce qui les relie, ces personnes-là, c'est vraiment le territoire, là où elles habitent et quand le projet, il s'implante, il va y avoir une forme, bah, de gros déni de démocratie parce que, Mmh. les enquêtes publiques sont bâclées, que les promoteurs, s'implantent vraiment en déconnexion totale avec les besoins, du territoire et du coup, à cet endroit-là et bah, le déni de démocratie qui est ressenti, il se transforme et il se transforme en lutte et en mobilisation. Alors concrètement, alors on l'a vu, hein, là tu cites des choses, il y a bien sûr, on peut penser Mmh. à l'autoroute A69, on a pensé à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est des choses qui ont inspiré, voire qui même lutte que vous menez. Concrètement, comment ça marche? Est-ce que c'est quoi? C'est une super équipe, on vous passe un coup de fil, vous débarquez? Ça marche comment? Bah, concrètement, on épaule ces collectifs-là. On a pu faire, cette étude, mais on en a fait plusieurs. On répertorie les victoires aussi. On a sorti une étude, l'année dernière sur, les 162 victoires qu'ont obtenues ces luttes, dans les 10 dernières années, parce que ça continue à gagner, là. On aide aussi Reporter à faire sa grande carto. On Mmh. file des formations, on file des coups de main, mais globalement, oui, on est une équipe qu'on peut, appeler comme ça, si, il y a des, luttes locales, qui ont besoin, d'un coup de main. OK, donc on n'hésite pas à vous contacter sur le site notamment. Tiens, je peux le remontrer, j'ai caché un peu ça Ouais et quand puis il y a j'aurai la réglé carte mes aussi. voilà, il y a la Mmh. carto et cetera. Je vais montrer ça au fur et à mesure que vous parlez, histoire de donner un peu des références et vous retrouvez aussi tout ça sur les infos. Je les mets aussi dans les commentaires, dans les comment on appelle ça? La description de YouTube et cetera. Comme ça, il y a les infos. Je passe maintenant à Mmh. nos autres invités, donc l'Action antifasciste Paul et Antoine. Je me tourne, vers vous. L'Action antifasciste, on la trouve dans pas mal d'endroits, hein, quand même, mais dans la tête des gens, je trouve que c'est surtout associé à milieu urbain, à la ville, on pense à l'Action Antifa Paris banlieue, on pense à Lyon et Mmh. cetera. Mmh. Comment ça est né dans les Deux-Sèvres et comment ça s'est un peu organisé? Alors, comment c'est né dans les Deux-Sèvres? Ouais, voilà, du coup, pour resituer, on est basé dans les Deux-Sèvres, donc c'est entre Poitiers et La Rochelle, dans l'ouest de la France. Et comment est-ce que c'est né? C'est des camarades, en vrai, qui ont eu envie de se mettre au vert à la campagne, pour tout dire, et qui venaient d'autres organisations antifascistes et qui ont eu l'initiative de créer ça il y a plusieurs années. Nous, du coup, on est implanté dans le sud de Sèvres, principalement entre Melle et Poitiers. Il y a plusieurs différences qui peuvent être mentionnées par rapport à ce que tu disais de l'imaginaire de l'antifa des villes, etc. Bah, notamment parce qu'on est dans un territoire rural et donc qu'il y a un contexte auquel il faut s'adapter. Nous, pour resituer, en gros, donc le sud de Sèvres, c'est quand même un milieu où on a un gros maillage d'organisations, de camarades, un milieu qui a été bercé par l'éduc-pop, l'éducation populaire et le milieu associatif depuis de nombreuses années. Euh, et c'est pas en vrai, c'est historiquement le sud de Sèvres, c'est quand même un territoire qui est plutôt à gauche en vrai, ce qui fait que ça n'a pas été le territoire le plus
compliqué dans lequel s'implanter, et c'était pas non plus en réactivité à une menace directe de collectifs d'extrême droite qui peuvent prendre beaucoup de place ou mener des actions comme c'est le cas ailleurs. Voilà. Il y a aussi une autre différence, c'est que il y a pas mal d'organisations antifascistes qui sont dans des villes avec une présence étudiante, notamment des facs, etc. Nous, ça correspond pas trop à ça. On est plutôt une organisation antifasciste de trentenaires. C'est aussi des gens qui sont actifs, qui sont arrivés dans l'antifascisme par une implication syndicale. Et c'est aussi un truc, c'est que on a des gens qui ont plein de casquettes différentes en vrai au sein de notre organisation, et voilà, qui sont impliqués dans des syndicats, dans les luttes écolo, dont parlait Chloé tout à l'heure, etc. Ouais, on n'est pas forcément que antifasciste, on peut être actif dans plein d'endroits et de collectifs différents. Je vous montrais la carte pendant qu'on parlait, la carte qu'évoquait Chloé, cette carte des résistances locales. Une autre question, Paul et Antoine, en quoi c'est une lutte contre l'extrême droite, peut-être pour la poser tout de suite, qui est différente dans une métropole par chez vous dans les Deux-Sèvres, et pourquoi c'est pas tout à fait pareil? En vrai, les grosses différences, c'est que il faut s'adapter au contexte et à la menace. Nous, comme je l'ai dit, on n'est pas dans un contexte de FAF des villes, comme on peut le voir à certains autres endroits où l'extrême droite s'implante, avec, je sais pas, des attaques de groupes de FAF un petit peu vénères, qui vont cibler des lieux culturels associés à la gauche, etc. Et donc, on a dû un petit peu adapter nos modes d'action à ça. On pourra y revenir tout à l'heure, mais en gros, on intervient à peu près sur en gros 4 gros axes qui sont l'occupation du terrain, un travail de veille et d'enquête, et un travail d'autodéfense sur plein de plans différents, en anticipation un petit peu des potentielles menaces, et aussi un travail de lien avec d'autres orgas. Mais il y a d'autres spécificités d'un territoire rural où je peux laisser la parole à mon camarade. Ouais, de toute façon, on va en parler, on va détailler tout ça, promis. C'est dans les questions et c'est prévu. D'abord, j'ai montré un peu notamment votre compte Instagram qui est pas mal actif. J'aime beaucoup. On tenait à saluer ce logo qui est incroyable quand même, qui est vraiment top. Les fameux sœurs, voilà. Merci beaucoup. Non, mais il faut profiter aussi des choses pop dont Non, mais on oui, peut ça fait plaisir. bien regarder, ça fait toujours hyper plaisir et ça marche bien. On va détailler un peu vos actions. Vous faites vraiment plein de choses. Vous menez des enquêtes, vous faites des contre-manifestations. Il y a pas mal de choses à raconter. Chloé, d'abord, il y a un truc qu'il faut dire. Terre de lutte, au départ, c'est plutôt des luttes associées à l'écologie. Et j'ai l'impression que vous avez été un peu rattrapé par ces mobilisations contre l'extrême droite, peut-être cette inquiétude qu'il y a eu après la législative. Comment vous avez fait pour faire ce lien, même si en fait, il y avait déjà une interaction qui existait en fait? Ouais, comme le disait Paul, hein, il y avait déjà évidemment des croisements à plein d'endroits. Je dirais que nous, ce qui s'est passé, c'est que, juste après la dissolution de l'Assemblée nationale, on s'est vraiment dit: «Mais en fait, comment on fait bouger, là où notamment ça vote, Rassemblement national, c'est-à-dire en fait, dans les ruralités et à comment on arrive à faire ça?» parce que vous avez juste à ce moment-là, dans cette période-là, il y a eu énormément, de gros rassemblements, d'énormes actions de collage et cetera et c'était, très souvent dans les zones, hyper urbains quoi. Dans des zones, qui, la plupart en tout cas ne votent pas, majoritairement, Ouais. Rassemblement national. Et on s'est dit, et beaucoup d'orgas d'ailleurs se sont, enfin notamment dans le milieu écolo, hein, mais se sont tournés vers nous en disant: vous parlez» entre guillemets, «alors? Vous qui parlez, plutôt à des territoires, ruraux, comment on fait?» Et en tout cas, on a eu, vraiment ce lien de se dire: «Mais en fait, peut-être, derrière, ce qui se passe aussi, dans les ruralités avec ce vote-là, il se passe, quelque chose, et on peut peut-être connecter sur quelque chose d'assez semblable, à ce que vivent, les luttes locales, c'est-à-dire, vraiment un déni de démocratie, c'est-à-dire, se sentir complètement coupé, des décisions politiques, se sentir abandonné des services publics et cetera et il y a, dans ces symptômes-là, quelque chose aussi qui mène, au vote Rassemblement national et on s'est dit: «Mais en fait, est-ce que c'est pas à cet endroit-là qu'en fait on refait du lien autour de projets communs et refaire du lien politique
Et là-dessus, on s'est dit que par les luttes locales, notamment, qui sont en fait aussi un facteur de politisation hyper rapide, en fait, on a aussi dans nos études réussi à montrer qu'il y avait des personnes qui rejoignaient les luttes locales, donc les luttes contre les bassines, les autoroutes, etc., et qui à la base se disent même pas de gauche ni écolo. Et au fur et à mesure de la lutte, elles se politisent hyper rapidement. De plus en plus, elles vont avoir ce truc-là de dire bon bah OK, je suis contre le fait que l'entrepôt Amazon, il se mette à côté de chez moi, mais en fait, je suis aussi contre Amazon et son monde. Et cette politisation, elle se fait par le lien, par le collectif, par le fait de lutter ensemble. Et ce qu'on se dit et le lien qu'on fait, là, avec, la lutte, contre l'extrême droite et le vote d'extrême droite dans les ruralités, c'est de se dire: «Il faut recréer ce lien, politique-là, via, des projets, via, des assemblées populaires, via de l'éduc-pub, via des cantines, des mutuelles de matériel» et c'est à cet endroit-là aussi qu'on va, faire changer et faire bouger les choses. De Mmh. fait, pendant, ce moment de dissolution de l'assemblée, il y a pas mal d'orgas qui ont publié des grandes affiches, notamment du Nouveau Front populaire avec Ouais, des c'était grands accessible messages sur et un cetera. site, on pouvait s'en emparer très Voilà. facilement. Voilà. Ouais, exactement, il y avait tout ça et moi, je me suis vraiment pas imaginé une seule seconde, aller coller ça dans mon village. Je pense que les personnes, elles auraient juste, pas compris, ça aurait complètement, déconnecté et ici, ce qu'on a fait, c'est plutôt qu'on est allé prendre, vous voyez, des sujets qui travaillent les personnes, très proches et donc ici, ça peut être, bah, la fermeture, de l'école primaire, par exemple et donc ça, c'est un sujet qui parle aux citoyens, aux citoyennes et donc aller chercher, là où le programme du Rassemblement national, en fait, il vient, frontalement contre, les intérêts, les envies, les impulsions, les discussions qu'il y a dans nos villages et à les montrer qu'on peut trouver des solutions, on peut se rassembler et faire autrement et bah, à cet endroit-là, j'ai l'impression qu'on a un impact qui est beaucoup plus direct plutôt que, d'aller, potentiellement, chercher des grandes, campagnes et cetera et donc c'est vraiment en recréant du lien politique et en se Ouais. préoccupant du coup de ce qui préoccupe les gens aussi, quoi. Ouais. Et j'ai l'impression effectivement que Mmh. ces luttes locales, elles, créent en fait ces projets imposés contre les bassines. Elles sont vecteurs de mobilisation ensuite contre l'extrême droite. Alors on l'a notamment beaucoup vécu, du côté, ah bah, j'allais poser une question, ils ont disparu. Voilà, bravo. Ouais, ils ont disparu. On l'a beaucoup vécu, là-dessus, du côté, des Deux-Sèvres avec, le Bassine Non Merci, qui a été fort. Est-ce que c'est ça la leçon? C'est qu'il y a pas de dichotomie, de différence entre une lutte contre la 69, contre les bassines et une lutte contre des mobilisations d'extrême droite, par exemple, ou des choses comme ça? Ça fait glisser les gens vers, cette question-là? Je pense, je pense que c'est différent quand même et Mmh. enfin, il faut l'avoir en tête, mais j'ai l'impression que les personnes, quand elles ont à cœur leur territoire, du coup, elles se mobilisent contre un projet imposé et polluant et via la mobilisation, via le collectif, elles rencontrent d'autres manières de faire, d'autres manières aussi bah, de penser le domaine, vers lequel le projet tend, que ce soit, le commerce, les transports et cetera et du coup, elles développent aussi des liens politiques. Elles discutent avec des personnes que potentiellement elles, considéraient comme, les gauchos extrémistes du coin. Elles Ouais. se rendent compte qu'en fait, c'est pas si déconnant ce qui est raconté et là, il y a un glissement possible et Mmh. par ailleurs, je pense qu'il y a des dynamiques qui sont semblables, notamment celle de recréer le lien politique au plus près des gens, quoi. Mais les Mmh. camarades sont revenus Ouais, sûrement, j'ai vu ils qu'ils sont peuvent revenus. Je vais répondre, en profiter pour à ça. évoquer, un peu, une chose notamment, bah, peut-être d'abord cette question, je sais pas si vous l'avez suivi, Paul et Antoine, vous êtes bien avec nous? C'est bon? Ça Ouais, ouais, on est avec et vous, désolé, on milite dans les Deux-Sèvres, du coup, oui, pas forcément mis au courant pour Internet, donc on peut voilà, dire. pas de problème, aucun problème, vous inquiétez pas, on est trop content de vous avoir. On discutait un peu de l'effet qu'a peut avoir une mobilisation locale très forte sur un projet précis, et notamment, bah, là, ces bassines non merci chez vous. Qu'est-ce que ça a changé pour vous dans l'action, face à l'extrême droite, d'avoir ce mouvement très fort? Je pense aux bassines, je pense aussi à Sainte-Soline. Euh, Alors du coup là ici c'est Antoine, donc Paul me camarade Ouais, en avant. vas-y. Alors déjà ça, je pense que ça a vraiment soudé toutes les organisations qui se reconnaissent un peu du front progressiste, antifasciste et anticapitaliste, parce que c'est une lutte qui a recoupé plusieurs enjeux. Ça a été l'accaparement de l'eau, mais ça a aussi permis de mener un discours clair sur c'est quoi un ennemi commun, comment est-ce qu'on se serre les coudes entre nous dans le camp des gens qui souhaitons une société plus solidaire, plus juste, contre l'accaparement de l'eau, mais aussi contre le fascisme qui vient, contre le capitalisme. Et donc, je pense que ça a vraiment permis, en vrai, de ressouder les orgas et de pouvoir se faire confiance mutuellement, de s'organiser collectivement et de vraiment créer des liens, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, on a eu une vraie démonstration de la thématique qui nous animait principalement dans le territoire, à savoir la lutte contre les bassines et l'agro-industrie et le risque lié à l'extrême droite et au fascisme, notamment par le 17 décembre dernier, Absolument. une attaque
très concrètes de la coordination rurale Ouais. dans le centre-ville de Mel, en lien avec le soutien de la municipalité au mouvement Bassine lors des dernières mobilisations, où en fait, sous prétexte de manifestations contre la dermatose nodulaire contagieuse, leur actualité et le Mercosur, juste on a eu une ville attaque où ça a ruiné le centre-ville et ça juste en mode vengeance parce que c'est assimilé culturellement à un lieu de gauche avec une mairie en soutien du mouvement, etc. Et où ils en ont profité pour viser tout ce qui était de l'ordre du symbolique, des lieux de stabilisation, d'organisation des différentes orgas qui ont participé aux différentes mobilisations, quoi. Ouais, bah, effectivement, on va en parler de ça. Effectivement, j'avais gardé un petit article pour le montrer. Cet article, c'est un courrier de l'Ouest France, là. C'est une mise à sac en hauteur transforme cette commune de Deux-Sèvres en bois. Voilà. C'est marrant parce qu'on sent on en parlera avant, mais plus tard, mais la couverture médiatique, il y a peut-être des accès de colère, des choses comme ça. C'est pas du tout les mots que tu utilises. On aura un débat sur cette couverture, mais un peu plus tard. Avant, je voulais évoquer une chose qui a été mise en avant dans le chat. C'est un tout petit peu une forme d'actualité, une mobilisation qui est mise en avant par Grumisma. La taverne de Thor, ça s'appelle du côté de Meuse, de la Meuse. Il y a une manif le 17 février 2026 à départ de Sault-les-Champs. Voilà, comme ça vous avez l'information. On suit ça. C'est vraiment un exemple de lutte locale qui peut se faire. Je crois d'ailleurs que du côté de Chloé, du côté de Terre de Lutte, il y a des membres de Terre de Lutte qui sont très impliqués sur ce sujet, notamment Joël qui était avec nous la dernière fois. Donc voilà, j'en parle, comme ça vous l'avez, mais c'est un bon exemple de lutte locale qu'on peut mener cette fois dans la Meuse. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat, je les prends avec grand plaisir et je les relais à nos participants et aussi des informations, on est là aussi pour passer des informations. Je continue un peu à vous poser des questions. Je voulais notamment maintenant plonger dans l'action concrète. On a un peu mis pourquoi on a décidé de créer le collectif Terre de Lutte, pourquoi on a décidé de créer l'action antifasciste, pourquoi on a dit. Tout d'abord, peut-être dans le collectif des Deux-Sèvres, action antifasciste des Deux-Sèvres, il y a un travail d'enquête que vous menez. Est-ce qu'on peut le raconter un petit peu? Vous mettez en lumière, on va dire, je ne sais pas s'ils le souhaitent vraiment, des militants et militantes, organisatrices, organisateurs de l'extrême droite. Comment vous les repérez? Comment vous travaillez à ça? Et puis comment peut-être aussi vous vérifiez que c'est bien la bonne personne et que vous ne mettez pas quelqu'un en galère? Bah ouais. Alors en effet, il y a un travail de veille et d'enquête avec des camarades qui ont vraiment une appétence vis-à-vis de chercher, etc., sur Internet, identifier les responsables. Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on assume, à savoir montrer qui sont les personnalités ou les personnes qui mènent les actions d'extrême droite dans le coin, rendre l'extrême droite identifiable pour mieux la combattre et du coup ne pas hésiter à les cramer du point de vue du grand public, etc. Tu veux compléter? Là, j'ai montré, absolument. par exemple, on voit Pamela Sarrazin, vous expliquez ce qu'elle faisait. Elle était présente à Sainte-Soline avec Gaylord Sarrazin lors du piège. Il y a vraiment cette but de les mettre en avant. Pourquoi est-ce que qu'est-ce que ça change dans le territoire? Alors, ce que ça change, c'est que, c'est une stratégie qui fonctionne vraiment dans le contexte social dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on est dans une stabilité vraiment villageoise ou petit rural, quoi, genre de village où les gens interagissent entre eux et se connaissent. Et en fait, afficher quelqu'un avec des infos qui par ailleurs peuvent être trouvées par n'importe chacun en vrai. Enfin, c'est pas on n'est pas en train de leak la vie privée complète des gens, c'est vraiment. C'est des photos, des choses c'est ça, c'est des photos du syndicat, etc. C'est pas du secret. C'est ça, c'est pas de l'ordre du secret, c'est vraiment dire un tel a fait ça et un tel a publiquement en fait participé à telle action, un tel a pu participer à tel truc contre tel symbole et voilà, et ça a déjà un effet dissuasif dans le contexte sociologique dans lequel on est, c'est-à-dire qu'on s'adapte vraiment à une menace qui est pas qui est pas forcément celle de FAF menaçant type Action française ou groupe nationaliste qui vont être des gens qui sont habitués au call-out, qui sont habitués à je sais pas, la bagarre de rue, la violence vraiment exacerbée. On va être de l'ordre vraiment du symbolique, du dissuasif, et donc c'est une stratégie qui pour l'instant, je pense, se montre assez payante. Peut-être une camarade. Ouais, ça se montre payant parce qu'en fait, voilà, forcément, il y a une différence entre mener des actions dans son coin et devoir assumer publiquement avec ses voisins, avec les gens autour de nous, etc. Ce que c'est d'être impliqué dans un syndicat d'extrême droite et, en l'occurrence, pour les photos que tu montres, d'avoir
d'avoir saccagé Mail. À vrai, quand tu nous avais appelé, t'étais un peu en mode oui, il y a des gens qui demandent est-ce qu'on peut créer un collectif Antifa, mais je suis isolé dans mon territoire, on n'est pas forcément nombreux, etc. Je précise, En on s'est vrai, parlé avant pour préparer notre entretien, etc. voilà. pour ça. Ouais, merci. On dit Et tout, on du coup, explique tout à nos auditeurs. évidemment, on prépare un petit peu, voilà, histoire de. Et du coup, tout ça pour dire que, en fait, un travail comme ça demande pas des forces titanesques. Absolument. Ce que vous avez sous les yeux, vous pourrez aller guetter les différentes pages et un petit peu les différents tafs qu'on a pu faire. C'est un ordi, aller creuser dans les infos, connaître son territoire, faire un tableur Excel dans lequel il y a les gens qu'on a trouvés qui potentiellement sont en lien, machin, et donc faire tout un travail, enfin ce qu'on appelle de la veille, en gros, garder ces infos et les sortir au bon moment quand c'est stratégique et que ça peut imposer un rapport de force avec l'adversaire, quoi. Voilà, c'est ça. Chloé, je voulais évoquer cette action à Mel là, dont on est arrivé assez vite sur le sujet. Je vais y revenir avec cet article de Ouest France. Est-ce que ce type d'action, notamment là, on est sur quelque chose qui est assez classique avant, que tu es plutôt tourné vers des préfectures, vers des mairies, etc. Il y a de plus en plus de collectifs que toi t'accompagnes qui sont menacés par cette action de type coordination rurale, mais des fois d'autres organisations proches de l'extrême droite. Ouais, en vrai, ça arrive souvent, ça arrive depuis un moment déjà, notamment, de la CR, de la coordination rurale, il y en a pas mal. On pense en Bretagne, face à tous les collectifs qui luttent contre les fermes-usines. Ouais. Il y a réellement, des actions, d'intimidation qui sont, fréquentes, les pneus crevés, les œufs balancés, les personnes qui sont suivies jusque chez elles. On a des militants qui ont été, vraiment, mis en difficulté. Et sur les méga-bassines, il y a cette nuit à Mel, mais ça fait un moment, que c'est hyper présent, quoi. Donc oui, je dirais que, ouais, même autour des luttes locales, et de certains projets, on l'a vu aussi à la 69, hein, avec des noms, des maisons qui avaient été taguées, et cetera. Enfin, il y a ce type aussi, de confrontation, hyper frontale, quoi. Ouais, c'est pas juste un épiphénomène, c'est quelque chose qu'on peut voir sur le territoire et Ah ouais, carrément. et les rapports se tendent de plus en plus, avec l'extrême droite. Tu parlais notamment en Bretagne, tu évoquais quand on préparait cette interview, de l'ACAT, c'est l'association des chrétiens, contre la torture. C'est pas pourtant une association, perçue comme radicale, et cetera. C'est une association plutôt de plaidoyer, mais même eux, ont rencontré des difficultés. Alors, je sais pas si on parle de la même asso. Moi, je peux parler de A4, une asso qui fait, du lien entre les Mea personnes culpa, c'est bon, plutôt, vas-y, avec explique-nous. ou sans papier, mais en tout cas en Voilà, difficulté et qui ont envie de faire du lien aussi avec, d'accord. des milieux agricoles. Et cette asso-là, qui du coup accueille aussi des personnes, réfugiées, Mmh mh. et des personnes migrantes, dans des fermes, et qui permet, à avoir, un peu ce lien et de faire aussi, différemment, quoi, à la campagne. Et d'avoir une manière, aussi, d'intégrer ces personnes, de leur trouver un emploi, et cetera. Et bah, cette association-là, elle s'est fait taguer et détruire des serres agricoles. En Bretagne aussi, ouais. Mais du coup, Ouais, bah, bah non, mais l'erreur est pour moi, ça m'arrive aussi. Je prépare mes devoirs, mais des fois, je fais des erreurs et il faut aussi les assumer et savoir, être digne. C'est l'important. L'important, c'est d'être digne. Paul, Antoine, cette question de la violence de l'extrême droite, vous l'avez vécue là sur, des mises à sac. Est-ce qu'elle peut aussi concerner, des personnes, y compris dans votre département? Ouais, vas-y. Ok. Ah oui, oui, vraiment, les violences de la part de l'extrême droite et dans sa forme moins radicale des gens qui portent des projets industriels, parce que qu'on se le dise, l'extrême droite, c'est juste la forme vraiment radicalisée du capitalisme. Et en fait, la violence, c'est dans leur mode d'action depuis un bail. Nous, en vrai, étant donné que c'est le sujet vraiment clivant et qui a marqué le territoire depuis pas mal d'années, et aussi qu'on n'a pas de gros groupes de femmes organisés, machin, c'est vraiment sur la question des bassines que ça se voit. Mais en vrai, depuis plusieurs années où on est impliqué dans les collectifs autour des bassines, on compte plus les agressions qu'il y a. Et en vrai, je pense qu'on peut aussi parler d'une sorte de complaisance de la part des autorités, parce qu'en vrai, il y a très peu de réactivité de la part des services de l'État. Il y a des gens qui se font défoncer à domicile. Il y a des pressions sur les individus, parce qu'en fait, évidemment, quand tu es dans un territoire, que tu es un petit peu isolé, que tu t'es fait tricard par les voisins parce qu'ils ont capté que tu militais contre leurs intérêts économiques,
et ben évidemment qu'il y a des conséquences sur les individus, quoi. Mmh. Tiens, on va Ouais, vas-y Chloé, enfin, pardon, tu voulais mais peut-être continuer? là-dessus, en Charente-Maritime, c'est le cas aussi et récemment, il y a des têtes, de sangliers tranchés qui ont été mises, devant, une association, qui est, Nature Environnement 17, qui est une association, vous voyez, de plaidoyer et de recours juridiques, quoi. Ils ont eu le droit à leur tête de sanglier, tranchée, et posée devant la porte, quoi. Enfin, on est sur des trucs, qui montent en plus, en puissance, avec ce sentiment d'impunité aussi, qui était évoqué là par les camarades. Je pense que plus il y a ce sentiment aussi, plus on voit des trucs qui vont loin, quoi. Ouais, Et c'est assez, c'est assez fort, on a quoi. des fois du mal à mesurer l'ampleur de toutes ces actions qui sont un peu partout en France et qui des fois passent un petit peu dans les faits divers des médias locaux. On en parlera tout à l'heure. Ils ne sont pas forcément considérés, bah, par exemple, les agriculteurs. J'ai lu beaucoup d'articles sur cette action à Mel de un coup de colère ou des choses comme ça qui ne semblaient pas quand même refléter la réalité de ce qu'avaient vécu les habitants de Mel et ce que dit notamment le maire du village. Je voulais continuer un peu à détailler ce que vous faites du côté des Deux-Sèvres. Je trouve que ça résonne. Après, Chloé, à chaque fois, peut nous en parler aussi un petit peu. C'est ce travail de contre-manifestation, de contre-mobilisation. Et là, dernièrement, c'était le samedi 24 janvier, vous avez fait un contre-rassemblement contre une réunion publique. Donc, c'était le samedi 24 janvier du côté, où est-ce que c'était exactement? Du côté de Niort, c'était à Niort, à la préfecture, c'est le chef-lieu. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ça? Comment on organise ça? Comment on identifie d'abord les choses où il faut intervenir? Et comment on s'organise et comment ça marche apparemment? Bah, qui fonctionne comme on a détaillé plus tôt, c'est ce qui a vraiment fonctionné sur cette mobilisation, c'est le lien avec les organes. C'est-à-dire que c'est le fait de solliciter d'aucuns des syndicats, d'autres des associations écolos. Et ce qui est chouette, c'est que du coup, avec le précédent des luttes anti-bassines, des luttes écolos, de se resserrer les uns les autres, en fait, on a vraiment pu construire une intersectionnalité dans les deux sexes qui est vraiment très intéressante. Et donc, dans cette manifestation contre les réunions du Rennes, enfin pour contextualiser, en gros, pour les élections 2026, le Rassemblement national tenait une série de réunions publiques et qu'ils en ont tenu en décembre, je crois, pour l'instant. Et voilà. Et donc, il y en avait qui étaient prévus, du coup, le 24 et le 31 janvier, d'autres qui sont prévus par la suite. Et voilà. Et donc, on a sollicité donc, les syndicats, les bassines, merci, les soulèvements de la terre également, qui ont été signataires, on a, pour mobiliser les gens, pour faire une manifestation qui a été joyeuse, qui a été On se perd un petit peu du côté des Deux-Sèvres. On le disait tout à l'heure, c'est des fois l'enquête qui est là-dessus. Chloé, quand tu vois ce genre d'action qui se fait, est-ce que toi, c'est quelque chose que vous accompagnez à Terre de Lutte? Je me suis dit tout à l'heure que les enquêtes où on mettait en avant quelqu'un, etc., c'était plus un choix qui pouvait être des fois plus difficile à assumer pour vous. Mais typiquement, ce genre de contre-manifestation, vous leur apportez de la force aussi? Ouais, bah, carrément, enfin, en tout cas, nous, on essaye vachement de pousser là depuis, septembre, tous les réseaux de soutien aux luttes, parce qu'on a l'impression qu'avec ces réseaux de soutien-là, on crée des rapports, différents dans les ruralités. C'était la carte que tu montrais, tout à l'heure, ces réseaux de soutien. C'est-à-dire, c'est les cantines, les mutuelles de matériel, les assemblées populaires, les lieux partagés. On a l'impression, que, bah, déjà, c'est plein de réseaux qui peuvent soutenir, ce type, de contre-manifestation, de rassemblement et cetera. Mais c'est aussi des réseaux qui vont, faire qu'il y a une forme de lien différent qui se fait dans le territoire parce que, bah, une cantine, c'est des liens politiques, hyper larges et ça permet, ce type d'intersectionnalité dont parlaient, les camarades juste là et ensuite ça fait force et ça appuie à ces endroits-là. Donc en fait, j'ai l'impression aussi, que, tu vois, la lutte, antifasciste là et contre le Rassemblement national, elle se fait aussi par le fait de pousser des différentes, émergences de collectifs, de structures, de soutien qui font ensuite, lien politique d'une part et puis soutien à ce type, de manifestation. Mais on le voit aussi, avec, tout ce qui est, contre les banquets du Canon français. Je sais pas si tout le monde connaît, mais du coup, c'est des banquets qui sont organisés par une orga qui s'appelle le Canon français, qui est notamment financé par Sterrin et dans lesquels il y a à répétition des saluts nazis, des sigles d'extrême droite, etc. Et il y a plein de camarades côté soulèvement qui ont commencé un peu à se mobiliser contre ces banquets-là. Donc, ils ont lieu en campagne. L'idée, c'est qu'on paye 80 balles et on a de l'alcool et beaucoup de charcuterie à manger. Donc, c'est un peu enrobé dans de la convivialité.
et à l'intérieur, en fait, ça pousse, fort les valeurs d'extrême droite. Donc c'est vraiment un peu, Ouais. le scandale un peu, en mode mais qui avant se cachait, quoi. Et on a vu, à plusieurs endroits, ils ont réussi à faire, annuler, des Ouais. banquets, Donc des notamment en mobilisations faisant un antifascistes qui ont peu. fait annuler des banquets, on est d'accord pour être bien clair? Ouais, mais Ouais. alors pas des mobilisations en tant que telles, mais D'accord, plutôt un peu comme, ce que disaient les camarades, dans leur premier point là d'enquête. d'accord. C'était vraiment en dénonçant ce qui s'y passait, en disant: «Mais en fait, vous vous rendez pas compte de ce que c'est derrière ce banquet» et Mmh. cetera. Donc c'est de la mobilisation, mais qui va aussi, en fait, faire pression sur, bah, les maires, les personnes qui louent les lieux et aussi, bah, qui fait, que les citoyens et les citoyennes, ils se disent: «Bah, en fait, what the fuck, pourquoi ça a lieu, chez nous ce truc-là?» Au dé Et là, on voit vraiment le fait que c'est important aussi, d'organiser, nous, des contre-banquets, quoi, où on prône des valeurs, d'ouverture qui coûtent pas 80 balles à l'entrée et qui sont des trucs où, en fait, on peut aussi, enfin, se rencontrer, discuter et avoir des choses ouvertes et ça, il y en a aussi, de plus en plus qui s'organisent, ces contre-banquets-là et on voit bien, que c'est des mobilisations, qui s'organisent hyper, enfin, ça, pour le coup, c'est un peu comme ce que vous ouais. disiez tout à l'heure, quoi. Il y a pas besoin d'être 150 000 pour organiser une bonne bouffe et genre que ça soit ouvert, partageable et qu'on puisse y discuter de trucs, chouettes, quoi. Mm. Ouais, il y a 2 choses intéressantes que tu soulèves, Chloé, et c'est notamment, je trouve, c'est que souvent, les municipalités, et cetera, elles sont pas forcément complètement au fait Mmh. de qui est caché Non. derrière ces événements, même des Mmh. médias des fois. Moi, je pense à une comédie musicale qui s'appelle La Dame de Pierre, qui rend hommage à Notre-Dame, qui est fait par des gens de l'Action française et j'ai vu les médias Ouais. publics l'accueillir parce que, bah, pour eux, c'est un peu une sorte de nouveau Notre-Dame, le Ouais. musical, quoi, et ils se posaient cette question. C'est ça un peu l'idée aussi, notamment à l'Action antifasciste des Deux-Sèvres, c'est de dire aux gens: «Mais regardez, en fait, c'est plus compliqué que ça en a l'air, c'est pas juste, de la bouffe ou juste un moment sympa». Absolument. Et oui, oui. Et alors, ces questions des canons français, c'est intéressant parce que ça surfe aussi sur une espèce de vague très, au final, urbaine. Enfin, nous, on perçoit dans notre environnement rural, pardon, que la ruralité que vend le canon français, bah, c'est pas la ruralité que nous, on veut continuer, en fait, hein. Enfin, il s'agit pas de mettre des bérets, mettre des bretelles et, enfin, porter une marinière pour se dire, vas-y, c'est bon, on va à la campagne, quoi. Et en fait, ça sort vraiment sur une espèce de authentique, ça fait un truc du monde de 2019 et 2020, je trouvais ça super qu'il parlait de ça. Et de vraiment faux authentique et qui est carrément propice à l'émergence de discours comme ça. Et le canon français, faut effectivement se renseigner les zig qui portent ça derrière, quoi, qui ont été financés par Boulevard Voltaire dès le début, enfin, pas financés, non pas financés, c'est pas qu'on... Soutenu, relayé, ouais. Mmh. C'est ça, relayé par Boulevard Voltaire, exactement dans leur calendrier de l'avant de 2020 ou 2021, je sais plus quoi. Et enfin, c'est quand même un vrai marqueur d'extrême droite. C'est voilà, et vraiment c'est une dimension de ruralité complètement faussée qui est complètement un récit d'extrême droite. Et on parlait tout à l'heure de les cramer auprès des mairies et tout, Mmh. et vraiment autour des gens qui savent pas forcément que ce genre d'événements interviennent chez eux. Nous, c'est vraiment un truc qui a bien marqué parfois. Genre, ouais, vous voyez, vous êtes au courant qu'il y a tel parti ou tel truc d'extrême droite qui organise, qui allait trouver une salle à X ou Y endroit. Euh, ça se renseigne un petit peu sur la mairie. Ça se trouve, enfin, nous, ça nous est arrivé, une mairie qui essaye de pas trop être clivante, etc. Il suffit de la cramer sur les réseaux sociaux, etc. Il y a une annulation de salle. Enfin, c'est vraiment dans des territoires comme ça, l'aspect shame et mettre les gens en face de leurs responsabilités, c'est vraiment quelque chose qui marche bien. Et vu qu'on était sur le canon français, nous, ça fait, enfin, et ce truc un petit peu culturel, de la bonne bouffe, de la ruralité, etc. Nous, c'est aussi un point sur lequel on essaye d'intervenir, notamment avec de l'organisation culturelle, des concerts, des festivals, des conférences, des tables de presse dans un paquet d'événements du coin, et aussi le fait de réussir à exister visuellement dans nos territoires ruraux, des stickers, de l'affichage, etc., pour un petit peu infuser le territoire rural de tout cet imaginaire antifasciste et réussir à emmener une base de gens derrière toi, quoi. Ouais, voilà.
D'ailleurs, c'est un peu peut-être quelque chose que Le Monde, là, l'article que je montre, donc de Camille Bordenay et de Benjamin Kels, n'hésitez pas à aller voir, il est vraiment bien, il est très long, il est hyper clair dans ce qu'il raconte. Il est titré La bataille culturelle du terroir, qui est sans doute un titre fait à Paris, un petit peu. Mais est-ce que il y a quelque chose comme ça de bataille culturelle qui est en cours, de tenir ce terrain, y compris dans les Deux-Sèvres, qui, pour vous dire, il y a une longue histoire de gauche. Alors, on s'en doute que dans le Vaucluse, dans la Meuse, etc., qui sont des territoires très dominés en ce moment par le RN, cette bataille, elle est en cours dans l'autre sens, peut-être pour essayer de renverser la table. Mais vous aussi, vous le vivez déjà dans les Deux-Sèvres. Absolument. Et enfin, nous, on a vraiment cette idée très très importante d'occuper le terrain culturel dans notre coin, quoi. C'est-à-dire que on a la chance d'avoir à disposition, enfin surtout dans le sud de Sèvres et particulièrement à Mel, un fort environnement associatif culturel qui va permettre en fait de pouvoir programmer des événements. Ça va être des soirées rap militant, ça va être des concerts, des festivals, des films. Et on va pouvoir vraiment afficher des couleurs antifascistes, on va pouvoir être présent, tenir des tables, mais pas seulement, aussi pouvoir discuter. Et voilà, donc il y a vraiment cette présence culturelle et ce fait d'exister dans le paysage, pas seulement à travers des stickers, pas seulement à travers des gens en t-shirt, accent antifasciste de Sèvres, quand bien même ils sont très beaux avec des caméras ou avec des trappeurs ou que sais-je, mais ça va vraiment être l'idée d'exister culturellement dans le paysage, de proposer une offre. Et pas une offre, pas pour parler marché, de proposer quelque chose qui existe. Ouais, mais culturel en tout cas. On glisse des fois, on glisse un mot et on glisse. Non, c'est chaud. Mais après, tout en étant conscient que cette culture rurale, un petit peu réac, etc., elle existe. Nous, on est quelques-uns dans le département, mais c'est une vraie réalité. Il y a des endroits où il y a une ambiance chasse, pêche et tradition un petit peu ancrée. Et du coup, c'est ça, cette volonté de réussir à s'intégrer dans ce paysage-là pour poser une voix antifasciste, amener derrière soi ou essayer de tirer derrière soi des organisations syndicales qui n'ont pas forcément toujours ces réflexes, etc. Un peu de faire infuser cette coloration antifasciste dans le paysage politique et voilà. C'est peut-être vas-y Chloé, pardon. Ouais, bah, là-dessus, je pense aussi qu'il y a des territoires, du coup, là, tu les mentionnais rapidement, mais il y a quand même des territoires où on peut pas arriver avec, l'étiquette, antifasciste, quoi. Et pour autant, il y a des trucs, trop chouettes qui se font et qui ressemblent, à ça. Enfin, en fait, c'est la même chose, mais juste sans le nom, quoi, qui sont, typiquement, sur le plateau, il y a le syndicat de la montagne Limousine, qui est un syndicat, d'habitants et d'habitantes et qui va mêler, plein de choses et qui est pas, qui se revendique pas, antifasciste, mais qui fait et du lien politique, qui met des valeurs et qui fait aussi des choses culturelles comme dont vous parliez, etc., qui remet en fait le pouvoir des habitants et des habitantes un peu au centre de la table et qui discutent ensemble des grands projets, de quoi faire, de comment avancer, dans quelle direction aller, de quel outil utiliser. Et moi, je trouve que c'est aussi trop chouette de pouvoir le faire comme ça. Enfin, je sais que moi, chez moi, je peux pas arriver en disant bon, je vais monter un collectif Antifa qui vient avec moi. Mais par contre, si j'arrive en disant est-ce que vous avez envie qu'on discute un peu là des problèmes de mobilité parce qu'en ce moment c'est vraiment la galère, là il y aura du monde et donc il y a aussi peut-être parfois des moyens d'amener les choses, comme on disait quoi, d'y aller différemment pour s'intéresser à ce qui accroche les personnes aussi quoi. Et je pense on peut le faire de plein de manières quoi. Si c'est trop dur pour les personnes qui nous écoutent, par exemple, de se dire bon demain, bim, je m'affiche Antifa, surtout quand on est un peu pas beaucoup au début. En tout cas, il y a des manières de faire aussi qui peuvent être détournées, quoi. Ouais, il y a plein d'actions, plein d'exemples. Moi, je sais que dans le sud de la France, il y a pas mal de cafés associatifs qui, sont dans leur action, en fait, font réfléchir à ces questions-là, etc., mais ne mettent pas en gros, on est contre l'extrême droite au fronton du café, notamment par peur aussi de représailles, mais aussi d'être stigmatisé, d'avoir qu'un seul public. En fait, c'est vraiment une question pour eux. Je voulais juste dire un truc, vous l'avez un peu évoqué, c'est vrai qu'il y a cette question d'accès à des offres culturelles, etc. et tout, mais il y a aussi une question, une lutte que tu disais un peu du côté de l'action antifasciste, Paul ou Antoine, c'est qu'il y a aussi une question de racisme qui est hyper forte. Nous, on a été un peu scotchés lors le 23 janvier dernier, on avait cette réunion en public avec notamment Marine Tondelier, etc. On a eu un témoignage de Nejma qui a grandi à Douai et qui disait son expérience, elle, qui disait vous me parlez de fâché, pas facho depuis le début, mais moi j'ai grandi à Douai et moi j'ai été harcelé, quoi, vraiment de manière raciste. Et on a été un peu en difficulté de lui répondre. C'est aussi ça qu'on essaye de lutter, c'est qu'il y a un fond rance un peu raciste qu'il faut à la fois
affronter, mais pas faire comme s'il n'existait pas. Je sais pas comment vous faites du côté de l'action antifasciste. Je sais pas, j'avoue que la question me fait un peu galérer. Ouais, mais c'est pas le premier. Non, vu que vous n'avez pas su répondre la dernière fois, c'est nous qui nous y collons, quoi. Non, je multiplie les idées. Non, mais je rigole. Non, c'est difficile à dire. Le racisme dans la ruralité, c'est une vraie réalité. Nous, évidemment, de par les endroits où on évolue, etc., c'est évidemment moins quelque chose auquel on se confronte aussi parce que il faut l'admettre, on peut avoir un fonctionnement entre camarades. Nos lieux de sociabilité, ils sont tournés vers les endroits où on lutte, les personnes avec qui on milite, etc. Je pense que c'est une vraie réalité. Et en vrai, pour ça, à part essayer d'exister dans le paysage politique, organiser faire une autre proposition culturelle, de la conférence, des endroits où les gens se croisent, où les gens discutent, etc. Il y a pas 40 solutions, mais ça m'évoquait vachement pas mal de trucs que ce que disait Chloé tout à l'heure. Il y a une certitude, c'est que on n'est pas encore au stade où on arrive à trouver les espaces où il y a plein de publics différents qui se mélangent et où on arrive à débunker juste en discutant avec les gens certains a priori que les personnes peuvent avoir, etc. Je pense que c'est une vraie carence et c'est d'une complexité sans nom à mettre en place et c'est vraiment un travail de longue haleine, surtout sur un territoire où, je sais pas, quand on habite, quand on est dans une ville où les endroits de rassemblement sont à 5 minutes en vélo, c'est super. C'est nous, en vrai, c'est un vrai mode c'est 10-15 minutes de voiture, donc encore plus galère d'aller vers les gens et de réussir à aborder ces thématiques. Voilà. Non, on mesure pas toujours le travail quotidien que c'est de se mobiliser, de s'organiser. En préparant cette interview, tu dis bah oui, nous on n'habite pas, on n'est pas au café du coin, on habite des fois loin les uns des autres. C'est vraiment quelque chose qu'il faut tenir à bout de bras et des fois, bah, bien sûr, ça prend énormément d'énergie en plus de la vie normale, on va dire boulot, etc. et tout. Non, voilà, c'est un fait. Hein. C'est en effet ce qu'on disait. C'est une orga de réussir à croiser ses camarades. Quand on se voit pas tous les jours avec un point de chute à la sortie du taf accessible à vélo, bah oui, c'est du temps, c'est des réunions, c'est rentrer tard chez soi, c'est beaucoup de temps à distance, etc. En vrai, il faut être conscient de ces contraintes et puis après tu t'organises en fonction. T'as les outils pour communiquer qu'il faut, etc. Mais c'est en effet une grosse contrainte avec laquelle il faut composer, quoi. Chloé, le poids de cet orga, tu le retrouves, je pense, dans d'autres collectifs, non? Ouais, il se retrouve dans beaucoup Ouais. de collectifs, notamment de lutte locale, quoi, parce que il y a vraiment cette galère du territoire, et puis qu'est-ce que mon territoire aussi? Où il commence, où il se termine? C'est des grandes questions qui se posent pas quand, en tout cas beaucoup moins, j'ai l'impression, dans les zones urbaines. Après, là, ça me faisait penser aussi ce que disaient les camarades à l'importance des lieux, quoi. Les lieux partagés, les lieux de résistance qui peuvent vraiment être des endroits hyper structurants pour faire rentrer vraiment notre territoire en résistance, parce que c'est des endroits où les gens se croisent, qui sont hyper, qui sont des lieux d'échange, et puis de rencontres avec différents acteurs et actrices. Et j'ai l'impression que on manque encore pas mal de ces lieux qui permettent à la fois d'être ouverts et donc potentiellement de faire lien avec un public un peu plus large au moins, pas non plus toujours hyper facilement super large, et qui permettent aussi dans nos ruralités de faire un peu point de convergence. En tout cas, il y en a, hein, il y en a quelques-uns et c'est trop bien. Mais en fait, on en manque encore, quoi. Ouais, c'est un des gros enjeux d'avoir des lieux. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'actions pour essayer d'ouvrir des lieux. Je pense par exemple, on parlait avec Raphaël Arnaud dans un épisode précédent, ils veulent ouvrir un bar antifasciste à Avignon pour avoir un endroit où se retrouver ou agir. Et il y en a de plus en plus qui se créent un peu partout. Et au contraire, il y a des lieux fascistes qui se créent. Et c'est pour ça, on parlait de la taverne de Thor tout à l'heure. C'est aussi la lutte contre ça, parce que c'est même une utilisation, mais pour des personnes d'extrême droite. Une chose qui est intéressante quand même, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, c'est que des fois, on a l'impression qu'il faut être tout de suite 200, 300 pour mener une action. Ce qui est fort avec, je trouve, l'action antifasciste de Sèvres, c'est que vous partez des fois à 10, 15 dans l'orga et qu'autour de vous, vous agrégez des gens. Et ça, c'est sympa, cet effet boule de neige. Oui, absolument. Et en fait, nous, ce qu'on veut montrer, c'est qu'effectivement, on peut être un nombre assez restreint
de personnes qui vont vraiment s'impliquer sur passer du temps derrière un ordinateur pour faire de l'enquête, passer du temps à communiquer, passer du temps à faire des publications, mettre des mèmes pour que ce soit un peu drôle et tout, et que ce soit accessible, rendre l'antifascisme un peu accessible et fun, parce que c'est un peu un de nos actes qui fonctionne de fou pour l'instant. Et ça, en vrai, ça demande d'être assez peu au final. Enfin, démarcher des syndicats pour construire une action, démarcher des associations écolos, des associations féministes pour dire bah là il y a telle action, il y a telle réunion fasciste ou d'extrême droite, qu'est-ce qu'on fait contre, voilà. Ça demande pas non plus d'être 200 d'un coup. Et en fait, c'est l'antifascisme, en tout cas dans notre point, on profite aussi un peu d'une aura culturelle entre guillemets qui fait qu'on a une sympathie et que ça va attirer les gens. Et du coup, ça demande pas non plus d'être 200 d'un coup, personnes ultra formées pour direct en fait lancer une élection scientifique. J'aime bien, je vais trouver un mème sympa. Le président de la 79 que je ne pourrais pas voir à l'écran. En vrai, on était vraiment, ça nous a fait rager cette action Amel, et du coup, l'enquête est parue le 24 à midi. Le 24 à midi, donc ça c'est le petit teaser, voilà. Voilà, il y a de la colère. On voit aussi quand on parcourt l'Instagram et que c'est aussi un travail de lien avec d'autres actions antifascistes. Et vous êtes des fois à Paris, vous êtes des fois ailleurs. Il y a vraiment aussi cette volonté de trouver de la force dans une sorte de, alors non pas une internationale, mais d'une nationale antifasciste où il y a la possibilité d'avoir du soutien et d'aller soutenir des camarades. Oui, tout à fait. Un des axes que peuvent avoir nos actions, c'est en effet les déplacements, soit pour des manifs sur d'autres départements, soit pour faire des temps de rencontre et croiser d'autres actions associatives, etc. Ça va souvent pas mal avec le fait d'exister sur le terrain culturel, mais c'est toujours des moments qui permettent, voilà, de faire exister nos méthodes rurales, discuter avec les camarades des modalités d'action, du partage d'expériences, etc. Et c'est quelque chose qui nous occupe quand même un petit peu, ces déplacements-là. Je voulais terminer, on arrive doucement à la fin de notre discussion. Une des choses que vous dénoncez souvent dans vos publications, c'est le traitement médiatique qui est réservé aux actions, soit de l'extrême droite, soit vos actions. En quoi c'est difficile c'est peut-être ce qui vous a poussé à faire aussi une sorte d'automédia et de vous-même être votre média. Qu'est-ce qu'il y a de frustrant dans le traitement des fois, notamment de la presse quotidienne régionale, mais aussi des fois nationale? La question de journalisme. Bah alors, le lien avec la presse, c'est-à-dire que la presse et les journalistes, alors c'est pas, on va pas parler de prix de presse ou quoi, mais c'est la presse, c'est pas la presse, c'est pas forcément des camarades. C'est-à-dire que en ce qui concerne la PQR, la presse quotidienne régionale, c'est pas forcément des camarades. C'est-à-dire que il y a de la fuite d'infos qui peut se faire. Il y a des photos qui peuvent se faire aussi de personnes qui ne souhaitent pas être reconnues. Enfin, là, on a la chance d'être anonymisé, mais ça va pas forcément être le cas dans les journaux locaux, c'est-à-dire Centre-Ouest, Nouvelle République, Courrier de l'Ouest, qui vont prendre des photos d'une manif ou d'une mob, et voilà. Mais en tout cas, ça peut être un outil pour le récit. Et en fait, cette utilisation de la presse comme outil pour le récit, ça peut aussi former entre guillemets une modalité d'action. Donc, qui vont être de raconter quelque chose, savoir que entre guillemets, entre gros guillemets, l'opinion publique peut penser d'une contre-mobilisation, que nous on peut dégager on peut dégager dans la société de nos actions. Et voilà, c'est à la fois un outil et quelque chose où on effectivement aussi, parce qu'on sait qu'il y a quand même un certain nombre de rédactions en France, ne serait-ce qu'en voyant, vous savez, la carte mentale du monde diplomatique, où ça montre quelle grande famille et tout, quels actionnaires sont propriétaires des médias. C'est une carte qui explique voilà, qui possède les médias, vous pouvez aller regarder. En vrai, ça met quand même un petit peu en doute l'indépendance de certaines rédactions. Donc, c'est pour ça qu'on crée aussi d'autres sources médiatiques. Ouais, bah oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous, on shame absolument pas le journaliste par principe. En vrai, il y a plein de cas où voilà, l'investigation, c'est un outil précieux, etc. Mais c'est vrai que parfois, dans nos expériences de la presse quotidienne régionale, il va y avoir un petit peu un côté, soit ça va sur du sensationnalisme, soit ça enlève une partie du fond, soit il y a un traitement deux poids, deux mesures, où ben voilà, ça va être hyper réactif quand il y a l'État qui réagit ou qui organise sa répression, mais par contre, moins pour ce qui est de la voix des contre-pouvoirs comme on essaie d'incarner. Chloé, c'est quelque chose qu'on a pu vivre beaucoup sur des luttes locales. Là, je montre par exemple un éditorial de la Dépêche sur la 69 qui avait marqué un peu parce qu'il il critique carrément la décision du tribunal administratif et l'armée en cause, ce qui est assez rare pour un journaliste.
généralement. Il y a vraiment des fois une mobilisation qui est difficile des médias locaux face à des actions et qui, des fois, vous rend un peu impuissant à passer la barrière des gens qui sont juste curieux de ce qui se passe, quoi. Ah bah oui, oui, carrément, le traitement médiatique des luttes locales, il est clairement orienté, enfin, pour ne citer, pour rester dans les Deux-Sèvres que Sainte-Soline, il y a eu réellement une bataille à faire, pour que la vérité, sorte sur les faits qu'il y avait à Sainte-Soline. Et ce qui était relayé en masse, quoi, c'était le discours de Darmanin. Point barre. Et on a eu un mal fou à obtenir, ne serait-ce que, enfin, la réalité de ce Ouais. qui s'était passé. Et il y a plein de médias qui sont jamais revenus sur les propos qu'ils ont tenus et qu'ils ont relayés alors que c'était des propos mensongers, quoi. Donc oui, oui, il y a cette barre-là et c'est bien. Enfin, et d'ailleurs, c'est bien pour ça aussi que une des actions des camarades qui se mobilisent aussi contre la montée là, du vote extrême droite et du fascisme, c'est d'aller saboter, attaquer, embêter Bolloré. Et ça a été des grandes actions menées récemment par divers groupes locaux Avec qui le peuvent se soulèvement de retrouver la un peu terre, partout sur le territoire aussi, quoi. plein d'actions. Peut-être pour finir, une dernière question qui est celle qui vient dans le chat là. C'est Win08 qui la pose, je trouve qu'elle finit bien notre discussion. Il dit c'est hyper intéressant votre discussion, etc. Voilà, il y a plein de choses, mais il se demande si les gens ont pas peur de perdre leur confort et que finalement, comment on fait pour passer ces gens-là. Elle n'est pas facile cette question, hein, je vous préviens. Les emmener vers on n'a pas d'autre choix que d'aller au clash et il faut un peu se sortir de sa zone de confort pour agir. Est-ce que des fois, c'est des choses que vous êtes un peu obligé de faire, notamment dans les Deux-Sèvres, dire là, il faut un petit peu y aller, ça ne pourra pas se faire que gentiment, quoi, pour dire ça simplement? Eh ben, c'est assez bien résumé. C'est assez bien résumé dans le sens où évidemment que tout dépend de ton territoire, mais en tout cas pour nous, la campagne, ça offre pas le meilleur anonymat possible. Et comparé à une expérience urbaine de militantisme, eh ben oui, forcément. Et il y a forcément quelques petites contraintes qui peuvent intervenir, des impacts sur le plan individuel, etc. C'est quoi c'est une certitude. Très concrètement, c'est le voisin qui t'a cramé parce que tu luttes sur tel truc et que tu peux être catalogué comme gauchiste et que voilà, forcément il peut y avoir des dépendances vis-à-vis de certains voisins. Tu connais des gens, c'est pas que tes camarades, machin, ça peut être ça. Après, je pense qu'il est aussi possible de se dire qu'il y a un certain nombre d'outils pour pallier à ça qui existent. Nous, c'est pas parce qu'on est en territoire rural qu'on est en mode let's go. Enfin, c'est pour ça que vous ne voyez pas forcément ça. En mode on est cramé, allez, vaille que vaille. Non. Il y a un certain nombre d'outils qui existent. Voilà, ça peut aller d'une certaine sécurité numérique, une sorte de vigilance au quotidien sur le fait de pas non plus trop, etc. Il y a différents moyens qui existent comme ça. Mais c'est une évidence. Quand tu essayes de faire infuser des idées dans un territoire majoritaire, tu peux avoir ça. Chloé, tu voulais réagir, je crois, non? Non, je voulais dire exactement ça. Que de la même manière que les luttes, quand on part un peu en bataille sur certains sujets, il faut pas oublier tout le volet anti-rep et anti-répression. Mais du coup, il y a énormément de brochures, des conseils que vous pouvez retrouver sur divers sites. Mais n'hésitez pas à vous renseigner avant de vous lancer aussi sur ces sujets-là, quoi. Ouais, pour en voir pas mal. Il y a pas mal de choses sur des sites. Terre de lutte en relais aussi. Il y a aussi, je pense à la Horde, par exemple, qui pose plein de choses, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça et à vous renseigner. Il y a plein de ressources. Pour les journalistes, on a aussi une asso qui s'appelle Nothing to Hide, qui explique pas mal de choses sur la protection numérique, ce qu'on peut faire, rien à cacher, du coup, en anglais. N'hésitez pas. Je crois qu'on a fait un peu le tour de notre discussion. Pas mal de choses hyper concrètes. Est-ce que vous vouliez ajouter une dernière chose du côté des Deux-Sèvres? Est-ce qu'il y a un truc qu'on aurait oublié? Ah voilà, ils sont partis. Si, c'était sympa. Non, c'était top. Un point sur lequel j'étais, c'était vraiment... Ah non, on est là. Vous nous entendez ou quoi? Vas-y, c'est bon. Vas-y. Allô? Vous nous entendez ou pas? Le dernier mot est pour vous. C'est parti. Ok. C'est maintenant. Un point sur lequel on veut insister, c'est que on est nombreux pour pouvoir faire des choses. Il faut aller avec des camarades, effectivement, parce que c'est un peu l'union qui fait au grand vin, c'est vrai. Et il suffit pas d'être nombreux, quoi, pour vraiment commenter à agir dans son territoire. Voilà, c'est ça. Donc coller des affiches. Organisez-vous,
des faux profils sur les réseaux sociaux, allez guetter les faves dans et voilà, faites imprimer des stickers, existez une voix antifasciste dans vos territoires. Ah bah, je crois que le message est passé. Chloé, pareil, une dernière leçon à transmettre ou idée qui permet aux gens de se mobiliser, c'est souvent, quand ils suivent ces formations, ils ont envie de ressortir avec la recette du flanc contre l'extrême droite. Qu'est-ce qu'on met dans la recette, quoi? Bah, je pourrais difficilement, ajouter plus que le message de mes camarades. Je dirais, il y a aussi, tout ce qui va autour et qui recrée du lien politique sur les territoires, donc les luttes locales, mais aussi, bah, comme je l'ai répété plusieurs fois, Ouais. mais aller faire une cantine sur un marché et parler à des personnes qui sont différentes de celles auxquelles on parle d'habitude, ça recrée ça aussi, ça fait d'autres choses. En fait, les médias, ils invisibilisent aussi, les dizaines et les dizaines de collectifs qui font des trucs incroyables, qui prennent carrément le relais de services publics, sur les territoires avec, des cantines, de la distrib, du ravitaillement, de l'aide, aux devoirs, et cetera, et sans compter, les plannings familiaux qui font un taf, assez ouf, pour combattre les idées d'extrême droite, partout sur les territoires, et donc je pense que ces structures-là, elles ont aussi besoin d'être, rejointes et multipliées, si on veut, mener, ce front-là, quoi. Parfait. N'hésitez pas à suivre tout ça, les plannings familiales d'ailleurs, qui on sera sans doute début mars pour en discuter de ce travail Ah, trop incroyable cool. qui est dans le territoire. C'est encore en train de s'organiser, mais je vous le dis comme ça, vous le notez et vous serez avec moi. Merci beaucoup, Chloé. Je mets en avant les prochains rendez-vous. Je sais que notamment le 7 février à Grenoble, là, contre les JO, il y a un rendez-vous qui est sur le site Terre de Lutte. Il y a aussi ces webinaires que vous faites. Tu peux en dire très très rapidement deux mots. Je trouve ça vraiment super. Carrément. Alors je vais les Et ben, montrer on se pendant que tu en retrouve, parles. tous les mois pour, discuter, d'un réseau et d'un moyen de soutien et de recréation de liens politiques, sur les territoires, et donc et ben, on a déjà fait cantine, mutuelle de matériel. Vous pouvez retrouver ça sur le site de Terre de Lutte, et en février, ce sera le 19 février, et ce sera sur les réseaux de soins, et on aura aussi des camarades du planning qui viendront, discuter avec nous, mais aussi, des médics en manif, et tout ce genre de soins, et du fait de prendre soin de nos luttes aussi, et de leur apporter de la force, qui seront, discutées, et ensuite les mois d'après, on aura, les assemblées populaires dont on n'a pas trop parlé ici, mais qui sont un outil essentiel, du fait de faire vivre les territoires différemment, et les lieux partagés qui arriveront, juste après, et vous pouvez retrouver tout ça, bah, sur l'Insta Terre de Lutte ou Ouais. sur le site, ouais. Il y a vraiment tout, n'hésitez pas à aller voir. Merci beaucoup. Merci aussi du coup à l'Action Antifasciste 79, Paul, Antoine. Un des prochains rendez-vous, c'est à l'été prochain. C'est, je crois que vous avez le plus gros des banquets canons français qui vient dans votre département, je crois. La chance. Ouais. Oui, En oui, effet, c'est en train de, c'est en balbutiement d'organisation. La date c'est fin juin. J'ai plus la date exacte, mais en effet, on prévoit de se mobiliser. Parfait. Bon, on suivra ça. Vous suivez Insta. Il est vraiment sympa. Vous voyez, vous pouvez le rejoindre avec ce magnifique fantôme de Ghostbuster qui est là, le Fafbuster. Vous savez où le retrouver. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous. Vous avez toutes les infos. Vous n'hésitez pas. Je donne quelques infos avant de vous quitter à celles et ceux qui nous suivent. Là, ils sont encore pas mal dans le chat. Merci d'ailleurs à Jimol qui dit créer du lien, c'est important. Arracher les affiches du RN aussi, dit Défi. Ça, c'est une bonne. Voilà. Il y a Groumisma aussi qui dit voilà, faut agir et essayer de motiver son entourage. Et il y en a aussi qui disent qu'il faut arrêter de s'engueuler entre gens de gauche et voilà, faut y aller à la première du verre. Qui nous dit ça. Je me le dis, attends, j'ai même pas son nom. Rosalie, bah voilà, Rosalie avait raison. Voilà, nombreuses et nombreux. Moi, je vous fais des bises. Bien sûr, ça va être disponible dans les prochains jours, cet épisode, sur la chaîne donc YouTube de Street Press, c'est la chaîne la chaîne du club Street Press. N'hésitez pas, on met tous les épisodes, vous pouvez vous en servir. Les prochains rendez-vous, j'ai commencé à l'évoquer. On va parler notamment féminisme et offensive de l'extrême droite dans ce domaine-là, avec notamment des collectifs comme Nésis et tout. On va parler aussi de celles et ceux qui se battent sur le terrain pour ça, notamment le planning familial. Fin février, début mars, je suis en train de caler ça. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des idées, des gens que vous voulez me faire découvrir et tout. Mon mail, c'est martin@streetpress.com. Vous m'envoyez des choses. Et moi, je peux pas tout suivre, j'essaye de faire au maximum, mais je suis hyper tout ce que vous faites. Facilitez-moi mon travail. Merci encore. Petit mot pour la fin. Vous pouvez diffuser les épisodes, en participer. Je vais citer Gramsci. Je finis toujours par citer Gramsci. C'est la bataille culturelle, c'est le militant italien. Il faut avoir une parfaite conscience de ses limites, surtout si on veut les élargir. J'aime bien cette phrase, elle est basse. Je vous dis à bientôt, merci beaucoup d'avoir été avec nous et à très bientôt. Merci, salut. À bientôt. Voilà, salut à toi le chien.